Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui. Alors, on a l'habitude de recevoir des DRH de très grandes entreprises, 10 000, 15 000 salariés, qui nous expliquent leur processus de recrutement. Aujourd'hui, on a fait un petit pas de côté. On reçoit une entrepreneuse, et une entrepreneuse de l'art. Magda Danis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice de la galerie Magda Danis, et vous êtes l'une ou la pionnière de l'art numérique à Paris, avec une expo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui est magnifique. On va d'ailleurs voir quelques images au cours de cet échange capital avec un MES, 60 ans d'art urbain à Paris. C'est à l'hôtel de ville de Paris. Commençons par le début. D'abord, vous vous sentez plus artiste qu'entrepreneuse, ou d'abord, parce que j'ai vu que vous aviez démarré à 17 ans ou 18 ans, c'est-à-dire que vous saviez à 17 ans, 18 ans que c'était ça que vous vouliez faire ? Oui, alors je ne suis absolument pas artiste, je suis effectivement entrepreneuse, et dès l'âge de 15 ans, je voulais monter ma boîte. Alors par atavisme familial, j'avais une mère artiste, et je voyais bien que c'était dur pour les artistes. Et là, comme on dit aujourd'hui, on voit une niche, il y a quelque chose à faire. Je ne savais pas le dire, l'expliquer, parce que je n'avais pas l'environnement familial, un père scientifique de l'autre côté. Mais un ressenti. Un ressenti, il faut que je monte une boîte, une activité autour de ça. Sans business plan, sans rien, j'en étais absolument pas capable et pas câblée pour. Et ben ça a commencé... on y va et voilà. Mais quand même, ça démarre dans sa chambre en cogitant, en voyant un peu l'environnement, parce que c'est finalement votre mère qui vous donne cette fenêtre, cette ouverture. Mais ça démarre par quoi ? On va repérer un local, on va repérer des artistes. C'est quoi la première étape ? La première étape, en fait, et je pense que c'est le conseil que je donnerai à tout entrepreneur aujourd'hui, et c'est le conseil que je donne à des artistes, qui sont des mini-entrepreneurs, en fait. On va y venir. Mais c'est d'abord les rencontres. Il y a certes un environnement familial, un mix entre une partie artistique, une partie scientifique, donc peut-être que dans une tête d'enfant, ça se montre comme ça. Mais ça, on aurait pu en rester là. Ce sont des rencontres qui ont tout fait. Pour ma part, la rencontre avec Léo Castelli, qui est le marchand d'art de la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis. C'est une légende chez nous. Mais comment vous le rencontrez ? Par hasard, presque. Galeriste de ma mère, allemande, qui me dit si un jour ce métier t'intéresse, voilà le monsieur qu'il faudrait rencontrer. C'est lui la référence. Voilà. On a 15 ans, on ose, on va dire bonjour monsieur, et jusqu'à ce qu'il décède, on est resté en contact, et ça m'a, je dirais, poussé un peu. Et les rencontres, elles sont clés. C'est une des rencontres. Je dédicace tous les livres que je commence, je mets un petit aléo toujours, parce qu'il est là. Mais il y a d'autres gens que j'ai pu rencontrer, et ça peut être des rencontres brèves aussi. Quelqu'un qui sera plus dans la finance et qui dit ça va être dur. J'ai des souvenirs des gens qui m'ont dit les banques elles vont pas t'aider, tu choisis pas le domaine facile. D'autres personnes qui vous donnent l'envie. C'est bien d'avoir la personne inspirante qui va vous donner, qui va mettre des petits cailloux sur le chemin, mais enfin après très concrètement, j'ai vu que vous aviez ouvert, je crois que c'est rue Keller, votre première galerie, me semble-t-il, à 18 ans. C'est-à-dire on a 18 ans, vous êtes à peine majeur, il faut un local, il faut quand même payer la location, il faut quand même les mettre le courant, enfin il y a tout ça à vivre. Alors j'en avais 17, je venais de passer mon bac français. D'accord. Et il fallait s'inquiéter pour le bac. Et ce qu'on fait après le bac, parce que j'avais un deal avec mes parents qui sont juste des intellos, il n'y avait pas de fortune familiale. Ils m'avaient dit tu peux faire ce que tu veux, si tu as besoin on t'émancipera, passe le bac. Mais tu continues tes études. Attention, mon père rêvait que je fasse Polytechnique, pardon. J'ai pas réussi. Elle est galériste. Mais voilà, donc il y avait ce deal. Comment on commence ? Très naïvement. Et je pense que pour tout entrepreneur, la naïveté, le rêve, c'est le meilleur moteur. C'est-à-dire que si j'avais su tout ce qu'il fallait faire, je ne l'aurais pas fait. Oui, ça c'est vrai. Si on nous disait la manière dont on va escalader la montagne, on ne partirait pas sur la paroi. Donc on choisit d'abord un lieu. Ça c'est important. Un lieu, puisqu'on est galeriste. Bon, on a dit qu'on allait faire des expositions, on achète un marteau et des clous, et puis après on dit avec qui je vais commencer ? Ça c'est le sujet. Pourquoi ? Comment ? Donc ça s'appelle aujourd'hui créer une programmation. Même pas l'idée que c'était un terme. Et voilà, et ça commence comme ça, et on fait brique par brique. Vos deux premiers artistes, les 2-3 premiers artistes qui vont accepter de poser leurs œuvres dans un local tenu par une mineure. C'est qui ? Alors, dans ceux, il y en a avec qui je collabore encore, donc c'est ça qui est assez étonnant. Il y avait par exemple des artistes d'art urbain qui à l'époque n'étaient même pas un mouvement. C'était vraiment des gens qui avaient 4-5 ans de plus que moi.
Ça vous intéressait, indépendamment du business, parce qu'on n'arrive pas à distinguer là, dans ce que vous nous racontez, même s'il n'y a pas de business plan, le moment où l'entrepreneuse se dit il y a une niche économique et je peux gagner de l'argent, ou j'adore cet art et je veux l'exposer. C'est plutôt né comme ça, c'est plutôt né d'une naïveté, d'une passion, et la partie entrepreneuse business est venue bien plus tard. J'ai mis des années, j'ai un parcours très laborieux, parce que c'est dur. C'est très dur, et ça l'est encore plus quand vous n'avez pas idée de ce que vous faites. Première déclaration de TVA, j'ai pleuré. Alors, comme mes parents avaient dit, il faut faire des études, j'ai fait une école de commerce. Je me suis dit, ça va m'aider pour mieux comprendre. Que dalle, ça a aidé pour plein de choses, mais pas pour ça. Enfin voilà, c'était... On n'apprend pas la TVA. Non, pas du tout. Ni l'URSSAF, ni des choses... Voilà, on ne sait pas tout ça. On a une éducation entrepreneuriale très maigre quand on commence. C'est vrai. Donc ça commence par la passion et des artistes, par exemple des gens qu'on voit aussi encore aujourd'hui, d'ailleurs qui sont des artistes importants comme John Wan, qui est dans l'exposition Capitale à l'Hôtel de Ville, donc ils m'ont fait confiance. JR aussi? Alors JR, c'est arrivé plus tard. Parce que lui, vous avez comme des artistes. Voilà. Mais effectivement, des rencontres, toujours des rencontres, des rencontres. Vous êtes entrepreneuse, très jeune. Qu'est-ce qui fait qu'ensuite ça matche? C'est la façon dont vous vous comportez avec les artistes, la manière dont vous leur présentez les choses, la façon dont ça va matcher. Qu'est-ce qui fait que... Je mettrai en premier lieu la valeur travail. À partir du moment où vous défoncez pour quelqu'un, que ça soit votre employé, votre fournisseur ou un artiste qui est un peu entre les deux, mais il fait partie de l'équipe, quasiment de la famille. Il est central. Si vous vous défoncez pour lui et qu'il y a quelque chose qui se passe, vous construisez des choses pour ceux avec qui vous travaillez. C'est comme ça que vous les gardez. Mais c'est la même chose pour des employés. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens, je touche du bois, avec certaines personnes depuis 17 ans. Et parce qu'on vit une aventure ensemble, l'aventure entrepreneuriale. C'est intéressant ce que vous racontez, c'est la fidélité des collaborateurs engagés dans une aventure entrepreneuriale. Et puis c'est aussi d'avoir, je mets des guillemets, des prestataires qui sont vos artistes et qui vont accepter. Ils sont entre les deux. C'est quoi leur statut d'ailleurs? Le statut d'un artiste. Qu'est-ce que vous dealez avec eux? C'est un contrat? C'est un contrat de représentation, plus ou moins exclusif selon les artistes. C'est vraiment du tailor-made. Là, on est pour chacun en fonction aussi de ses ambitions, de ce qu'il projette, de ce qu'on a encore à inventer. On a parlé du digital avec des artistes bien avant la mode NFT. Donc, comment on fait? Celui-ci, par exemple. Là. Ça, c'est une femme. C'est une femme. Swoon, qui est une artiste d'ailleurs représentée par une autre galerie que j'aime beaucoup. Comme quoi, on peut travailler. On a des concurrents néanmoins. Donc, elle n'est pas en exclusivité avec vous? Pas du tout, pas du tout. Là, quand je fais des expositions dans des lieux publics, c'est comme commissaire d'exposition, pas comme galeriste. D'ailleurs, j'ai très peu d'artistes que je représente dans cette exposition-là. C'est un autre statut d'ailleurs, commissaire, parce que vous dealez là cette fois-ci avec l'Hôtel de Ville, qui vous mandate pour organiser l'expo. Avec d'autres personnes, on est 4 et on débat de ce qu'il faudrait mettre pour refléter une histoire. Ceux qui nous regardent, il faut comprendre que vous êtes entrepreneuse, mais que quand on est commissaire d'exposition, vous êtes mandaté par une institution publique la plupart du temps qui vous mandate. Donc pas d'exclusivité avec cet artiste. Là, donc, vous lui dites, est-ce que tu accepterais de venir dans notre expo? Tout à fait. Pour l'expo. Là, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de barrière. Surtout pas. On s'expose là. On met bien les barrières. On est en train d'essayer d'aider à écrire l'histoire de l'art, mettre les artistes en avant. Et ça, c'est une autre casquette. Je trouve ça très beau par ailleurs. Permettez-moi, parce que avec très le beau film travail, Simone Veil, avec tout ce travail, ça, c'est un artiste quoi? Il est autorisé à refaire les boîtes aux lettres jaunes avec des portraits Plus ou moins, ça dépend. On est d'accord. Donc c'est pour rester sur le street art. Tout à fait. Donc là, bon. On l'autorise. On oscille entre les deux, toujours entre l'ombre et la lumière, comme on le résume dans l'exposition, c'est-à-dire, et depuis le début du mouvement. Et ça, c'est très attrayant pour des gens comme nous qui sommes, finalement, nous, on est juste au premier rang d'un opéra magnifique qui est en train de se dérouler devant nous. Donc on en profite et on essaye de les aider, de leur donner les moyens de trouver leur public. Parce que ça, c'est un artiste qui est révélé, connu, mais très underground. Enfin, ça fait penser à la chanson d'NTM, Paris sous les bombes, où le rap démarre aussi avec le graphe. Il est dans cet esprit-là. NTM d'ailleurs qui ont commencé en tant que graffeur. Mais bien sûr, ils graffaient comme ça, courant pour échapper aux policiers qui essayaient de les empêcher. Mais c'est ça aussi l'adrénaline de l'art. Il y a beaucoup de choses qui sont révélatrices de notre société et nous on essaye, en tant qu'entrepreneurs, de les soutenir dans toutes ces aventures. Entrepreneuse,
évidemment commissaire d'exposition, on vient de voir quelques exemples, peut-être celui-ci ou cet artiste-là. Dran et Rero, deux artistes. Deux artistes, français, espagnol Français. Pareil, street art, freestyle. Ouais, street art avec deux directions très différentes qu'on a voulu justement montrer dans les options actuelles, très figuratives d'un côté et beaucoup plus dans l'écriture de l'autre. Tout ça est un héritage du graffiti de la première heure. Oui, c'est vrai, notamment les premières couleurs avec tout est là, la bombe. On raconte beaucoup d'histoires. Ouais. Et troisième volet qui me semble être intéressant dans l'ère dans laquelle nous vivons, qui est l'ère du numérique. Ouais. Là, ça, c'est une autre étape aussi dans votre aventure entrepreneuriale. C'est l'avenir, parce que vous avez évoqué brièvement les NFT, l'idée que des grandes marques de luxe commencent à acheter des territoires, des terrains pour que les avatars viennent. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez c'est une nouvelle source artistique, de développement artistique? C'est un peu comme pour l'art urbain, souvent on me dit c'est une nouvelle mode. Je dis pas tout à fait, il y en avait déjà dans les années 60, mais bon, voilà. C'est pareil pour le digital. Il se trouve que pour plein de raisons, je fais partie du conseil d'administration du Cube, qui est un centre d'art numérique qui existe depuis plus de 20 ans et qui s'est toujours échiné à faire des choses magnifiques. Alors maintenant, il y a comme on dit, un time to market qui fait qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, quand j'ai des artistes qui veulent faire des NFT, je leur dis là, on a vraiment quelque chose à faire. Donc on va avoir le 23 novembre prochain au British Museum, j'annonce la nouvelle série d'un collectif NFT Obvious, qui est assez connu. Incroyable. Donc une belle aventure. Vous savez qu'on soit concret, parce qu'il faut nous prendre par la main sur ces sujets, c'est pas aussi simple. Un artiste fait son œuvre et il va avoir un NFT qui est un codage numérique, on va pouvoir acheter un morceau de l'œuvre, on est d'accord? Alors on achète un morceau de l'œuvre, mais on achète aussi une aventure artistique qui est différente. On achète autre chose. Je dis souvent, on achète des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu'on va acheter des droits, l'accès à une sorte, comme on disait avant, un fan club. C'est ça, la communauté en fait. Des accès à d'autres choses. Privilégiés. À une œuvre, on pourrait imaginer dans le métavers, qui se déploie. Dans le monde réel, vous avez une œuvre tangible à une dimension donnée. Là, elle va se déployer. Elle pourrait même se déployer après que vous l'ayez achetée. Elle pourrait s'agrandir. Mais vous avez aussi des devoirs de conservation, des devoirs de non-spéculation. C'est l'enjeu du NFT. Ça peut être un droit ou un devoir. Voilà, tout ça peut être codé. Et c'est ça qui est très intéressant. Mais vous, l'entrepreneuse que vous avez été, Ruth Keller, pour revenir comme ça sur cette jeune fille de 17 ans, le chemin parcouru est incroyable. Mais sur l'aspect technologique, il faut aussi en permanence se former, suivre. Le NFT, c'est quand même un univers assez dingue. N'oubliez pas le père scientifique. Voilà. D'accord. Je viens d'une famille de mathématiciens de son côté. Et mon hobby, c'est les maths. Voilà. Les gens pensent que c'est que l'art. Mon métier, c'est l'art et mon hobby, c'est les maths. Je suis fascinée par les fractales, les suites de Fibonacci, etc. Donc ça veut dire que... Donc les NFT aussi. Quand vous avez des artistes qui sont peut-être pas forcément eux-mêmes aguerris, mais qui ont entendu parler du NFT, là, vous leur expliquez clairement les choses. Et ça aussi, c'est votre boulot d'entrepreneuse. Ouais, c'est de pouvoir accompagner l'artiste dans des conditions optimales. C'est ça, votre travail. Et c'est même ce qui nous a fait... Finalement, pendant le confinement, qui a été une période très propice à réfléchir, à se remettre en cause, monter une autre boîte, parce que le NFT, c'est aussi un facteur d'authentification. Là, on a parlé de création. Oui, c'est mais de monter une autre société qui s'appelle Art Transfer, qui est une start-up. Alors là, je rajeunis, tout d'un coup, j'ai à nouveau 20 ans. Mais avec l'expérience, c'est quand même plus sympa d'avoir 20 ans, mais tout en sachant. Et donc, de monter une société plutôt de second marché, mais où le NFT pourrait être là, la blockchain plutôt, pour authentifier des pièces et les suivre sur la durée. Un mot, parce que je vous ai interrompu et je m'en excuse, lorsque vous évoquiez ce deal, le contrat, parce qu'en fait on pense que de l'art c'est un fait, mais non, il y a un contrat. Non, c'est très sérieux. Il faut le lire. Là, ça contractualise votre relation avec l'artiste. Là, vous prenez une quote-part sur la vente de l'œuvre. Comme tout commerçant, finalement. N'oubliez pas. C'est votre marge. Exactement. Et les galeristes, on appartient plutôt, dans les codes APE, au domaine des commerçants. Et moi, ça vous choque pas? Pas du tout. Non. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et les artistes ont le droit d'en vivre. Je le revendique même. Le marché de l'art, parce que vous êtes sur le street art, vous avez des artistes de premier plan, vous êtes commissaire d'exposition, c'est un marché en développement sur le plan économique, sur le plan, je dirais, du business. Comment se situe la France par rapport au marché américain, par rapport au marché chinois? Comment ça se passe? Alors, les données, elles montrent très clairement une prédominance du marché américain. Ensuite, vous avez le marché anglais,
qui est la moitié du marché américain, et puis nous, on est encore la moitié du marché anglais. Donc, on n'est pas dans les premiers. En revanche, à l'aune des dernières années, des challenges qu'il y a eu, et pas seulement pandémie, Brexit et autres chamboulements, Paris tire très bien son épingle du jeu. On étudie ça de très près dans notre syndicat, nous, le CPGA, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, il va falloir qu'on tienne la barre. Des grands salons qui sont venus s'installer à Paris, comme Paris Plus récemment. Voilà, l'attractivité de Paris, grâce au Brexit, grâce à des transferts, ça relance dans votre secteur. Il faut être précis, c'est pas l'art du 17e ou l'art papou, c'est dans le street art. Dans l'art contemporain. L'art contemporain. Plutôt d'être dans l'art contemporain, le street art étant une niche, ouais. Mais attention, les choses sont pas faciles, comme pour tous les entrepreneurs. La moitié des entreprises du domaine des galeries sont vraiment des micro-entreprises. Bien sûr. Et c'est très dur. C'est très dur. C'est un domaine qui est très peu connu, pas très bien considéré par les autorités tutelles, parce que pas très étudié. C'est pas un métier. Exactement. Non, mais excusez-moi de vous le dire. Prime abord, c'est pas un métier. Et vous nous dites tout l'inverse depuis 25 minutes. Et donc on défend ça, mordicus, en disant on vous demande pas des subventions, on ne vous demande pas de l'aide, mais en revanche de la reconnaissance. Et dans les moments où c'est très tendu, comme maintenant, parce que comme dans beaucoup de métiers, ceux qui sont très en haut et qui vendent très cher, on sait qu'il y a des liquidités. Ça va, on va dire, ou en tout cas ils s'en sortent. Pensez quoi, Jeff Koons, des œuvres comme ça qui se vendent des œuvres à millions et des millions, et qui sont des marques, mais on a la même chose dans l'industrie automobile, on a la même chose dans le luxe. Et chez nous, il y a quand même beaucoup d'entreprises très très fragiles, donc on a peur. On a peur, oui. Combien de salariés là aujourd'hui? Vous êtes à la 15. 15 salariés. Une toute petite entreprise. Petite entreprise, 15 salariés. Oui, c'est une petite entreprise, mais il faut quand même verser des salaires tous les mois. Parce que c'est l'entrepreneuse que vous êtes, c'est aussi l'angoisse de l'entrepreneuse. Tout à fait, mais ça, on vit avec comme tout entrepreneur, oui. Alors Nicolas Jucham nous a promis quelque chose à nous faire découvrir. J'aimerais que vous le commentiez. Je ne sais pas si c'est cette œuvre-là. Voilà. Ça, c'est quoi, Magda? C'est l'exposition actuelle à la galerie, pour le coup. C'est ça. Avant, on voyait l'expo à l'Hôtel de Ville. Ça, c'est un artiste indonésien. Donc, Galerie rue Amelot. Rue Amelot. Non, mais faisons un peu de publicité. 11e, mais côté rue Amelot. Voilà. Un artiste indonésien, donc Eko Nugroho, qui est exceptionnel et qui est assez connu dans son pays. On a eu les honneurs de l'ambassadeur d'Indonésie, même au vernissage. Donc c'est une star dans son pays. Voilà, qui me remerciait de l'avoir invité. Je me remercie à vous, surtout, votre Excellence. Et qui travaille justement à la fois de façon très communautaire. Ça, c'est très lié en Asie du Sud-Est. C'est une valeur très forte. Donc il y a des dizaines de femmes qui l'aident à faire ces broderies. C'est du tissu. C'est brodé, c'est la grande tapisserie. Très beau. Voilà. Et puis à la galerie, il nous a fait aussi, parce qu'on a la chance d'avoir 3 niveaux, une pièce entière qu'il a repeinte en 360. Alors les gens me disent, mais comment ça, vous allez Donc, pas garder ça? il est resté une semaine chez vous. Il est resté 2 semaines. 2 semaines. Ils étaient 6 à tout peindre. Voilà. Et donc ça nous imprègne d'une autre culture. L'art, c'est aussi ça. C'est nous ouvrir les yeux sur autre chose. Galerie Amelot, ça c'est là, et le commissaire d'exposition, Hôtel de Ville, avec des artistes, plein d'artistes, les plus grands, c'est à l'Hôtel de Ville. Dans 10 ans, en 45 secondes, vous voyez où? J'espère toujours avec les artistes qui me motivent et qui me battent les fesses pour avancer. Voilà, c'est ça. On avance tous ensemble pour voir que ce soit dans le monde digital, dans le monde réel, dans les institutions. Bien sûr, on aimerait que tous ces artistes soient plus reconnus des musées, mais ça, c'est mon travail d'essayer de les faire avancer. Le débat, évidemment, de la reconnaissance de cet art contemporain dans les musées. Exactement. Pas dans les fiacs. Mais on les titille. Ça avance. Un jour, une galerie entière dédiée à l'art contemporain au Louvre. Il y a déjà des choses qui se font, donc voilà. Est-ce que c'est la mission du Louvre? Mais voilà, on verra. Enfin, quelle que soit l'institution, on sera ravis de collaborer avec eux. Merci. Quelques images de l'exposition Capitale 60 ans d'art urbain à Paris. C'est jusqu'au 11 février 2023, donc vous avez quand même le temps pendant les vacances de Noël notamment de pouvoir déambuler dans cette très belle exposition d'art contemporain avec 300 œuvres et 70 artistes. Voilà. Merci. C'était un vrai plaisir de voyager avec vous dans l'art contemporain, Magda Daniz, et vous êtes une entrepreneuse et c'est la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des seniors. Oui, on parle des seniors. C'est tout de suite.